Merci à vous de votre fidélité. Bonsoir chez vous. Bienvenue à vous à cette nouvelle édition du journal sur Magloire Télévision pour cette nouvelle semaine qui commence. Et mesdames et messieurs, voici d'abord les titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a dépêché son émissaire à Bangui, en République centrafricaine. Archange Touadéra a reçu l'envoyé spécial de Félix Tshisekedi itinérant, Antoine Ngonda Mangalibi. Et puis, lancement officiel des épreuves nationales édition 2024-2025 par la ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, au collège Don Bosco de Massina dans la province éducationnelle de Kinshasa. Célébration à l'échelle mondiale de la journée contre l'hépatite, chaque 28 juillet, une journée qui vise à sensibiliser et communiquer sur cette maladie afin de le faire connaître au grand public. Quelles sont les causes ainsi que le mode des traitements? Réponse à retrouver dans ce journal. Autour de la délivrance du sourd-muet par la prononciation du mot Ephrata, les filles et fils de l'église Cité des Adorateurs ont pris comme à l'accoutumée au culte dominical du 27 juillet 2025. Dans la joie de se retrouver dans la maison des dieux, les chrétiens de cette église ont été richement nourris spirituellement. Toujours au sommaire dans ce journal, il s'agira également de sport. Nous en parlerons ici avec Grégoire Kazuiba avec nous sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue Grégoire. Bonsoir Wifil Mogoli, merci également à tous ceux qui sont en train de nous regarder de partout. Alors déjà, la finale ou encore la CAN féminine est terminée. Effectivement, la Coupe d'Afrique des Nations s'est achevée. C'était le samedi dernier, le samedi 26 juillet 2025. C'était au Maroc. Cette finale qui a opposé la formation ou l'équipe nationale du Nigeria qui était face au Maroc. D'où c'est le Nigeria qui était sorti victorieux face à cette équipe du Maroc et a raflé la 10e coupe de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Nous en parlerons au moment opportun, Grégoire Kazuiba. Effectivement. Voilà, mesdames et messieurs, on va commencer ce journal par cette information. Raffermissement des relations bilatérales. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dépêché son émissaire à Bangui. Nous sommes là en République centrafricaine. Archange Touadéra a reçu l'envoyé spécial de Félix-Antoine Tshisekedi, l'ambassadeur itinérant Antoine Ngonda Mangalibi. Les détails et aussi la quintessence de leur rencontre dans ce reportage. L'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Antoine Ngonda Mangalibi, était porteur du message du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à son homologue de la République centrafricaine, Archange Touadéra. Le raffermissement des relations bilatérales entre la RDC et la RCA, c'est l'essentiel du message de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Archange Touadéra via son grand émissaire Antoine Ngonda Mangalibi. Il était question également au cours de ces échanges de préciser de vive voix la volonté de la RDC à collaborer avec la RCA dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Par rapport aux évolutions des travaux, il fallait venir voir son Excellence Monsieur le Président de la République pour pouvoir bénéficier de ses orientations et naturellement transmettre le message du président Tshisekedi quant à comment est-ce que nous allons pouvoir évoluer dans ce cadre-là. J'aimerais citer le président Tshisekedi qui dit toujours l'homme politique malheureux, c'est celui qui est incapable d'identifier le moment de la rencontre entre la chance et l'événement. À chaque fois qu'il y a une opportunité que nous puissions nous rencontrer et avoir ce pont-là entre les deux pays, il faut pouvoir le faire. Et c'est comme ça que le président de la République, chez nous autres, a décidé d'envoyer un de ses grands émissaires pour venir consolider ce pont de bonnes relations qui existe entre nos deux pays. L'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Antoine Ngonda Mangalibi, qui était porteur d'un message du président de la République, avait une mission spécifique en Centrafrique. On va parler enseignement supérieur et universitaire dans ce journal et nous y allons en bref. Sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la République démocratique du Congo a accueilli ce lundi 28 juillet la 16e réunion annuelle et la conférence du Conseil interuniversitaire de l'Afrique de l'Est sous le thème tendance mondiale en matière d'éducation et implication sur l'enseignement supérieur et universitaire dans la zone des États de l'Afrique de l'Est.
Et puis en éducation, c'est au collège Don Bosco de Massina, dans la province éducationnelle de Kinshasa, Tchangou, que la ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, a lancé officiellement les épreuves nationales édition 2024-2025 des examens d'État. Vous incarnez l'espoir d'un Congo nouveau, debout, compétent et solidaire. Votre engagement jusqu'à cette étape est une victoire. Ce que vous accomplirez dans les prochains jours comptera pour vous, vos familles et pour la nation, a déclaré Raissa Malou aux finalistes tout en leur souhaitant une bonne chance. Voici les détails. Chers finalistes, vous êtes 1 059 341 candidats du cycle long, dont près de 43% de filles, et 6 022 candidats du cycle court, dont près de 17% de filles, répartis dans 3 165 centres à travers le pays, ainsi que 13 centres hors frontières. Vous incarnez l'espoir d'un Congo nouveau, debout, compétent et solidaire. Votre engagement jusqu'à cette étape est en soi une victoire. Ce que vous accomplirez dans les jours à venir comptera pour vous, pour vos familles et pour la nation. L'examen d'État n'est pas seulement une évaluation, il est aussi un acte civique, une épreuve de vérité, une opportunité de mettre en pratique les valeurs de la nouvelle citoyenneté. Intégrité, responsabilité, persévérance, respect des règles et engagement pour le bien commun. Soyez dignes de ces valeurs qui vous accompagneront tout au long de votre vie. Je vous invite à aborder ces épreuves avec calme, confiance et honnêteté. L'effort que vous fournissez aujourd'hui est un investissement dans votre avenir et dans celui du pays. Soyez-en fiers. En vous souhaitant à toutes et tous bonne chance. C'était là donc Raissa Malou, ministre de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté, dans cet extrait qui a été choisi pour vous par Yvan Chimba Langa. Toujours dans ce même sens de la session ordinaire des épreuves des examens d'État édition 2024-2025 envoyée sur l'ensemble du territoire national. Ici à Lubumbashi, plusieurs centres ont ouvert leurs portes afin d'accueillir tous les élèves finalistes de la 4e année des humanités. C'est un constat fait par Grégoire Kazuba et Albert Famba et qui nous propose ce reportage. La session ordinaire des épreuves des examens d'État ont été lancées ce 28 juillet 2025 sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. Session réservée aux finalistes de la 4e année des humanités. 1 773 769 candidats, dont 461 184 filles, représentant 42%, et 612 585 garçons, qui représentent pratiquement 57%. Les 10 candidats ont été répartis dans 3 165 centres sur toute l'étendue du territoire national. À Lubumbashi, plusieurs centres ont ouvert leurs portes pour accueillir les finalistes. Le cas de ces centres où tous les élèves finalistes ont présenté leur épreuve de culture générale. À leur sortie, quelques-uns se sont exprimés en rapport avec le déroulement de la première journée. Aujourd'hui, l'examen de culture générale qui a comporté sur 4 séries, dont quelques questions de géographie, histoire, civisme et philosophie. D'autres questions, donc j'avais déjà vu ça genre à l'école, et d'autres questions, donc j'étais surpris de le voir parce que j'avais jamais travaillé sur ces questions. Et quand je me suis retrouvé là-bas, bon, j'ai quand même bien géré, ça s'est bien passé. Ces épreuves se dérouleront durant 4 jours, soit du 28 au 31 juillet de cette année en cours. D'où une meilleure concentration doit caractériser tous les finalistes en vue d'espérer un résultat affable lors de la prochaine publication des résultats.
Changeons de chapitre. Instauré sur le plan mondial et célébré chaque 28 juillet de l'année, la journée contre l'hépatite vise à sensibiliser et communiquer sur cette maladie et aussi afin d'apporter l'apporter aux yeux du monde et à la connaissance du grand public. Alors, quelles sont les causes ainsi que les modes de traitement de cette maladie? Tentative de réponse avec Esther Mbouy. Célébrée à l'échiquier mondial chaque 28 juillet, la journée contre l'hépatite a pour objectif de sensibiliser les grands publics à l'hépatite virale, une inflammation du foie due à un virus et qui peut être à l'origine des différentes pathologies graves dans les cancers du foie, comme nous le dit Dr Gabi Kanchiaba. L'hépatite se définit comme étant une inflammation du foie. Il y a plusieurs causes qui entraînent une hépatite. Donc, c'est une maladie qui est beaucoup plus causée par les virus. Il y a les virus de l'hépatite A, les virus de l'hépatite B, les virus de l'hépatite C et les virus de l'hépatite D. Normalement, parmi les 4 virus, il y a seulement les 2 virus qui sont pathogènes, comme l'hépatite B et l'hépatite C. Les traitements de l'hépatite dépendent des différentes sortes de cette maladie. La personne qui se reconnaît comme étant porteur de ces virus d'hépatite B ou soit l'hépatite C, et comme nous savons que les modes de transmission, c'est beaucoup plus par voie sanguine ou soit par voie sexuelle, alors cette personne doit normalement s'abstenir à faire les rapports sexuels avec son conjoint qui est sain. Notons que la campagne de cette journée vise également à montrer qu'il est nécessaire de simplifier, étendre et intégrer les services de lutte contre les hépatites, les vaccinations, mais également les traitements. Toujours en Provence, on va parler religion à présent. C'est au tour de la délivrance du sourd-muet par la prononciation du mot Ephata que les filles et fils de l'église cité des adorateurs ont pris part comme à l'accoutumée au culte dominical du 27 juillet 2025. Dans la joie de se retrouver dans la maison des dieux, les chrétiens de cette église ont été richement nourris spirituellement. C'est un reportage de Yvan Chimbalanga et Platini Kadiata. Dimanche 27 juillet, jour du Seigneur, les fidèles de l'église cité des adorateurs n'ont pas dérogé à la règle. Ils se sont retrouvés nombreux dans leur temple pour magnifier et adorer Dieu. Plusieurs chorales se sont succédés pour plonger les chrétiens dans une atmosphère céleste. Peu après, l'homme de Dieu, le prophète Idriss, hôte du jour, a invité l'assemblée à l'écoute de la parole tirée de Marc chapitre 7, versets 33 à 35. Le passage transformateur de Dieu dans la vie d'un croyant ne dépend pas de ses origines ou de son état physique, a souligné le prophète Idriss. Kupita kwa Yesu maisha ya Mungu. Kesho dependre ni ADN ya masio. Apidependre na kule damu yako inatokea. Sakani msafiri kitu kikata. Napenda niambie kitu kimoja. Basi ya Yesu mkumi wale. Kupita kwa Yesu maisha ya Yesu kudependre ni magriage. Apidependre na ile magriage. Basi ya Yesu mkumi wale. Kupita kwa Yesu maisha ya Mungu. Bisitulula tu kule namba. Minasema tu. Yesu ibum ni bushima. Boba ya bala bala na bushima. Yo kitu basi. Jo kitu cha kwanza. Konso Yesu wajupi. Bale poteso sasa kupita. Wajusi ya masi. Akiko na chama alama. Alo wata na uno mtu kama. Anamkutule mtu pupu. Kesi umena kesi ulifuana. Ashikuwa na shikia na kusema. Orki pa mwana wa wikale considere palipaka. Me juu kwe considera papa tu. Ifuaninua utele kama mwana wa ule ponde. Inabidi waza kusema na kushita njuu uchipa. Ukotesha kuikala ne makuta. Utakuwa na mfranga. Mesi kuifanyike kone kune. Kama aushiki yake na kusema. Usakumona bantu wafule. Utaona bantu wengine. Basa kuikala na
Dans la joie de se retrouver dans la présence du Seigneur, les chrétiens de l'église Cité des Adorateurs n'ont pas hésité d'offrir leur action de grâce au Très-Haut. Ainsi, le culte s'est achevé dans la joie et la paix du Christ. Voilà, ceci met fin à cette première partie. On va parler sport à présent. Grégoire Kazuba, encore une fois, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, Lévin Mongoli. Bien sûr, on va d'abord prendre cette transition et on revient juste après. Voilà, Grégoire Kazuba, on va commencer par cette information à la une. La CAN s'est clôturée déjà depuis le samedi, la CAN féminine bien sûr, et le Maroc, en fait ça s'est joué entre Maroc et Nigeria. Effectivement, la finale de la Coupe d'Afrique féminine de Nations s'est disputée, c'était le samedi 26 juillet 2025 au Maroc. Cette finale a vu le Maroc tomber devant cette équipe du Nigeria, et c'est le Nigeria qui a remporté pour la 10e fois cette compétition. Mais également aussi en Europe, la finale de l'Euro 2025 s'est jouée, c'était le dimanche 27 juillet de cette année, où cette finale avait mis aux prises la formation de l'équipe nationale de l'Angleterre qui était face à l'Espagne, et les Anglaises ont été plus fortes que les Espagnols et ont été sacrés champions de l'Euro 2025. Plus de précisions, c'est dans ces condensés signés par Bovin Kassat. Elles ont montré leur suprématie dans les footballs féminins africains. Le Super Falcon du Nigeria, ces joueuses ont remporté pour la 10e fois la Coupe d'Afrique des Nations féminines à Maroc 2025, en réalisant une remontada historique devant les Marocaines qui étaient motivées déjà dans la première période avec 2 buts d'écart. Le Nigérian était obligé de renverser les marqueurs en seconde période devant 20 000 spectateurs venus vivre cette finale en live. La bande à Okorogo, Ijamilusi et Eshengini a laissé ses traces dans la mémoire de tout un peuple marocain, surtout avec ce but qui a changé les rêves marocains. À la 88e minute, Eshengini envoie toute une nation au paradis. Un sacre bien mérité pour les reines d'Afrique qui continuent à dicter leurs lois au niveau continental. D'une finale à une autre, du côté de l'Europe, l'Angleterre a pointé ses doigts dans l'œil du football féminin européen dans la soirée du dimanche 28 juillet 2025 face à l'Espagne. Au terme d'une finale indécise jusqu'au bout, les Anglaises ont remporté la 14e édition de la Coupe d'Europe féminine et conservent leur couronne. Après avoir réalisé un score à des parités de 1 but partout dans les temps réglementaires, c'est à la séance fatidique des tirs au but que l'Espagne de Boulmedi s'est inclinée par la note de 3 tirs contre 1. Une défaite qui a permis à l'Angleterre de soulever la coupe et être couronnée de nouveau pour la saison sportive de 2025. Voilà, Grégoire, on va rester en sport avec le karaté-do où le Congolais Nathan Kaniki qui a raflé sa première médaille au Nigeria. Effectivement, Nathan Kaniki a offert sa toute première médaille à la République démocratique du Congo dans un championnat de karaté-do organisé à Abuja, précisément au Nigeria. Kaniki s'est bien sûr imposé devant le Burkinabé Mar Mustafa qui a perdu devant le Congolais Nathan Kaniki. C'est un élément élaboré par Bovin Kazadi. Qui est l'homme qui a marqué l'histoire des karaté-do de la République démocratique du Congo au championnat d'Afrique organisé à Abuja au Nigeria. Nathan Kaniki a offert la toute première médaille d'or à la RDC dans cette compétition après une victoire bien méritée en finale face au Burkinabé Mari Mustafi sur un score de 2 points contre 1. Une victoire arrachée dans la catégorie des moins de 55 kg chez les hommes. Cette prestation a été appréciée par la Fédération congolaise de karaté-do. Ce résultat est le fruit de l'accompagnement de l'État congolais, a indiqué la dite fédération.
Le jeune athlète Nathan a été boosté également par un geste symbolique réalisé avant son départ au Nigeria. Geste du ministre des Sports et Loisirs Didier Boudimbo qui avait donné le tender de la RDC au Léopard Karaté. Cela visait à insuffler un esprit de détermination aux athlètes congolais. Kaneki s'est distingué dans un championnat qui a débuté le 21 et s'est clôturé le 27 juillet 2025 à Abuja, dans lequel la RDC s'est tapé sa toute première médaille grâce à cet homme, Nathan Kaneki. Ainsi s'achève cette page sportive Wivin Mungoli. Merci à vous, Grégoire Kazuba. On se retrouve demain. Merci. Mesdames et messieurs, on va continuer avec ce journal. Ça sera juste après ces transitions. Et puis, les États-Unis ont suspendu jusqu'à nouvel ordre la délivrance de tous les visas ordinaires à leur ambassade à Niamey. En République centrafricaine, Faustin Archange a annoncé samedi sa candidature à un 3e mandat lors d'un congrès de son parti. Le condensé de l'essentiel de l'actualité en dehors de nos frontières nationales avec Grégoire Kazuiba. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle synthèse d'actualité en international. Commençons par le Niger. Les États-Unis ont suspendu jusqu'à nouvel ordre la délivrance de tous les visas ordinaires à leurs ambassades à Niamey, la capitale du Niger. L'information provient du document du département d'État américain daté du 25 juillet. Consulté par Reuters et confirmé par un porte-parole du département d'État, aucune raison officielle n'a été donnée, mais le département d'État évoque des problèmes en cours avec le gouvernement nigérien. Certains visas diplomatiques et officiels sont toutefois exemptés de cette mesure. Ces décisions s'inscrivent dans une politique migratoire plus stricte de l'administration Trump qui affirme vouloir appliquer les normes de sécurité les plus élevées pour protéger les citoyens américains. Et en République centrafricaine, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a annoncé ce samedi sa candidature à un 3e mandat lors d'un congrès de son parti, le mouvement de cœur uni tenu dans la capitale Bangui. Âgé de 68 ans, le chef de l'État pourra briguer un nouveau mandat grâce à la réforme constitutionnelle adoptée par référendum en 2023. Ce changement de constitution a supprimé la limite des 2 mandats présidentiels et a étendu leur durée de 5 à 7 ans. Le texte a été approuvé par plus de 95% des votants selon les chiffres officiels, bien que la voix critique dénonce une manœuvre pour pérenniser le pouvoir en place. Depuis son arrivée au pouvoir en 2016, le président centrafricain s'est appuyé sur des alliés étrangers pour faire une situation sécuritaire extrêmement volatile. Dès 2018, des mercenaires du groupe Wagner sont intervenus pour soutenir le régime face au groupe rebelle. Et pour terminer, au Cuba, accompagné du président Miguel Díaz-Canel, l'ex-leader révolutionnaire Raúl Castro, 94 ans, est apparu samedi lors d'une grande cérémonie marquant les 70 ans de l'assaut de la caserne Moncada, événement considéré comme le point de départ de la révolution cubaine. Devant des milliers de participants, le pouvoir cubain a affirmé sa volonté de poursuivre le projet socialiste. Cette démonstration d'unité intervient alors que l'île traverse l'une des pires crises économiques depuis la chute du bloc soviétique. L'économie cubaine a reculé de 1% au premier semestre 2024, s'ajoutant à une contraction de 11% sur 5 dernières années. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette synthèse d'actualité à l'international. Merci de l'avoir suivi. Et avant de nous séparer d'avec vous, retenez que c'est depuis le 21 juillet 2025 que la première phase d'inscription et réinscription a été lancée dans toutes les écoles de la Fondation Babazivé. Jean-Marc Kitamba, coordonnateur des écoles de la dite structure, s'est entretenu avec Bovin Kazadi sur le déroulement de cette phase depuis son lancement. Je vous prie ici de suivre l'intégralité de leur entretien. Bonjour, monsieur Jean-Marc Kitamba. Bonjour, monsieur le journaliste. Lancement depuis lundi 21 juillet 2025.
de la première phase d'inscription et de réinscription dans toutes les écoles de la Fondation Bobazive. En tant que coordonnateur de toutes les écoles de la Fondation Bobazive, dites-nous comment se déroule cette phase. Oui, cette phase se déroule très bien. Comme vous le savez, depuis le 2 juillet, le ministère de l'Éducation avait procédé à la publication des résultats, qui veut dire la proclamation de points scolaires. On a proclamé les élèves au primaire, de première année primaire en 5e année primaire. Et ceux de 6e qui attendent le résultat de la FEP, d'ici quelques semaines, les résultats leur seront disponibles pour affronter les études au niveau secondaire. Et ceux du secondaire, c'était de la 7e, exempté la classe de 8e et la classe de 4e des humanités qui vont affronter les TENASOS ainsi que les examens d'État. Les TENASOS c'est déjà passé. Les TENASOS c'est le test national d'orientation scolaire et professionnelle. Là c'est déjà passé. Et ceux des 6e, le 28, on va commencer les exécutats. Et qu'à cela ne tienne, mais dans les classes montantes, le président fondateur de la Fondation Bobazive, son Excellence Monsieur le Ministre, avait déjà lancé la réinscription et les inscriptions dans toutes les écoles, et certaines écoles aussi, il y a même une réflexion, comme vous l'avez bien souligné, Monsieur le journaliste. Tout se passe déjà bien, et d'ici là, le préfet de nos différentes écoles passeront à la chaîne pour la publicité de leurs écoles quant à fait. Alors, cette phase concerne-t-elle tous les élèves, y compris les orphelins et autres cas sociaux, où ces derniers auront leur tour? Comme vous l'avez dit, monsieur le journaliste, on commence d'abord par les élèves réguliers. Par rapport aux orphelins, une date sera décrétée par le président fondateur de la Fondation Bobazive. Vous voyez, frère Seigneur, que chaque année, il prend en charge au moins 1000 et plus. Il y a une date que lui-même va promulguer pourvu que ces derniers puissent aussi s'inscrire comme les autres enfants afin d'accéder à l'éducation. Alors, quelles sont les conditions pour être admis comme orphelin ou un cas social au sein de la Fondation Bobazive, où soit tout le monde sont les bienvenus? Ok, merci. Pour les orphelins, nous commençons d'abord par les orphelins retenus déjà chaque année scolaire. Il y a des cartes qui sont à leur disposition. Il y a des cartes qu'on donne. Dès qu'ils viennent là chez nous, on constate qu'il a étudié comme orphelin. On va lui donner encore une nouvelle carte renouvelant l'année scolaire 2025-2026. Pour certains orphelins qui n'ont jamais eu l'accès d'étudier dans nos écoles, là, les parents doivent venir au bureau du président fondateur présentant les documents qui montrent réellement que non, cet enfant est orphelin. Après la vérification de ces documents, ça peut être les certificats de décès. Oui, effectivement, quand on dépose, on montre le certificat de décès qui témoigne que l'enfant est orphelin du père, l'enfant est orphelin de la mère, sans condition de tribu, sans condition de race, sans condition de la commune. Automatiquement, cet enfant est enregistré et il est inscrit. Il va commencer le cours avec les autres enfants au mois de septembre. Okay. Merci beaucoup, M. Jean-Marc Chitamba. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de toutes les écoles de la Fondation Bobazive. Alors, merci d'avoir répondu à toutes les questions de la radio et télévision Magloire. Merci, M. le journaliste. Le plaisir est partagé. Cet échange entre Jean-Marc Kitamba et Bovin Kazadi met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de rester en compagnie de nos programmes. Je vous retrouve demain avec le même et réel plaisir. Portez-vous bien et à très bientôt.